Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le maire. Merci aux élèves d'être là, vous pouvez vous asseoir. Juste deux mots avant de laisser la place aux élèves. C'est un honneur, Monsieur le Président, Monsieur le maire, c'est un honneur de vous recevoir ici, dans ce collège que vous avez inauguré il y a 6 ans, et qui est le signe de l'implication politique sur l'ensemble de son territoire. C'est un honneur de vous recevoir devant cette noble assemblée, de vous recevoir vous, en tant qu'homme politique, qui portait donc, les espoirs de ces jeunes, et en tant qu'auteur de ces deux ouvrages illustrés, qui servent à transmettre les valeurs de la République, ce qui nous tient évidemment à cœur. Et donc c'est un honneur de vous recevoir devant cette noble assemblée, qui seront peut-être vos égaux, les représentants donc de tous les élèves de ce collège. Je leur laisse la parole. Merci. Bonjour Monsieur le Président, Monsieur le maire, Madame Monin. Nous sommes heureux de vous accueillir ici, de nouveau dans le collège de Michel de Clichy-sous-Bois, pour parler de la thématique que vous avez abordée dans vos deux bandes dessinées, leur État et leur République. Si vous le permettez, j'ai une première question. Pourquoi avez-vous choisi comme titre de vos BD leur État et leur République et non pas notre État et notre République? Bon, d'abord, je voudrais remercier Madame la principale de nous accueillir ici dans cet établissement avec Monsieur le maire. C'est vrai que nous étions il y a 6 ans déjà présents, pas vous, mais nous, le maire et moi-même, pour l'inauguration de ce collège, qui est un beau collège et qui accueille des élèves qui ont envie de réussir, même si c'est peut-être plus difficile qu'ailleurs, mais vous avez la même envie de réussir que beaucoup d'autres. Je viens pour vous parler, pour répondre à vos questions. C'est vrai, à l'occasion d'un livre, de 2 livres qui m'ont été suggérés par Maureen Dor, qui est ici présente, voilà, et qui avait une collection à la destination de la jeunesse qui visait et veillait à présenter un certain nombre de sujets à des jeunes ou même à des moins jeunes. Et le titre de cette collection, c'était toujours de commencer par leur, quand c'était leur corps, leur santé, leur pays. Donc il était toujours avec cette façon d'aborder le sujet. Sinon, vous avez tout à fait raison, j'aurais mis notre, parce que c'est à nous la République. Mais leur République ou leur État, c'est le vôtre. L'État, c'est vous qui ont décidé des orientations, et la République, c'est la vôtre, puisque vous y vivez et vous avez à cœur de défendre à la fois les valeurs de la République et son esprit. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces titres. Plus exactement, je ne les ai pas choisis, puisqu'ils m'ont été imposés. Mais ce que je veux, c'est que vous vous appropriez, non pas les mots, mais ce qu'ils signifient. La République, c'est pas simplement parce qu'on n'a pas de roi et qu'on a un président de la République. La République, c'est un ensemble de principes, la liberté, l'égalité, la fraternité, on parlera sûrement de la laïcité. C'est une promesse, la République, c'est de pouvoir avancer ensemble. C'est dans le cadre d'une nation, la France, qui est composée de citoyens qui, certains sont nés en France, d'autres sont arrivés plus tard, mais qui font le même ensemble. Quant à l'État, l'État, c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est ce qui nous permet d'avoir une santé accessible à tous, d'avoir une éducation nationale, d'avoir une sécurité, d'avoir une armée. C'est ça l'État. L'État, c'est à la disposition de la République. Alors, vous savez qu'il y avait une formule, qui restait dans les mémoires, où Louis XIV disait « l'État, c'est moi ». Mais non, l'État, dans la République, c'est vous. C'est vous qui décidez de ce que doit être l'État. Certains demandent qu'il y ait moins d'État, parce que s'il y a moins d'État, il y aura moins d'impôts. D'autres demandent qu'il y ait plus d'État, parce qu'on veut plus de solidarité, plus d'action, et on voit bien, quand il y a une crise sanitaire comme celle-là, combien l'État est important. Et puis il n'y a pas que l'État, Monsieur le maire est là pour en témoigner, il y a aussi les collectivités locales qui doivent avoir sûrement plus de compétences encore, plus de pouvoir pour agir sans avoir toujours à demander à l'État un certain nombre de financements ou de compétences.
Voilà pour cette première question. Je veux aussi saluer ce que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes des élus, vous avez été choisis par vos camarades, vous avez accepté de jouer ce rôle, c'est-à-dire de porter la parole des autres, de défendre aussi une collectivité, votre classe, de participer pour certains au conseil d'administration de l'établissement. Pour vous faire une confidence, moi j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme délégué de classe, délégué au conseil d'administration, et puis j'ai continué. Donc peut-être que certains emprunteront le même chemin. Merci. Merci. Nous poursuivons avec la question de Manel, élève de 4e, sur l'apparition de vos ouvrages. Bonjour Monsieur le Président. Pour quelles raisons avez-vous choisi ces thèmes de l'État et de la République? Souvent, je me suis fait la réflexion que quand même au plus haut niveau de l'État, même quand j'étais président, j'employais des mots, la République, l'État, la démocratie, qui n'étaient pas forcément compris par les citoyens. En tout cas, qui n'étaient pas interprétés comme moi-même je pensais qu'ils pouvaient l'être. Exemple, ce que j'ai dit sur la République. On est tous conscients que la République, elle a toujours été là. Non, elle n'a pas toujours été là. Il y a eu pendant très longtemps des monarchies. La République n'est pas forcément une démocratie. Il y a la République de Chine, c'est une république au sens il n'y a pas de roi. Enfin, c'est pas une démocratie. Le président chinois, il n'est pas élu par le peuple chinois et il n'y a pas plusieurs partis en Chine. Et je pourrais citer beaucoup d'exemples. Dans le monde où on s'intitule république, mais ce n'est pas une démocratie. Il y a des démocraties qui ne sont pas des républiques. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est une reine. Et pourtant, c'est une démocratie. Si vraiment il y a un exemple de démocratie, c'est bien le Royaume-Uni. Donc, expliquer les mots de manière à ce que vous, en particulier, vous puissiez, lorsque vous les entendez, les interpréter et les comprendre. L'État, pour beaucoup, l'État, c'est très lointain. Qui représente l'État? Le préfet, dans un département comme celui-là? Vous ne rencontrez jamais le préfet. Vous rencontrez le maire, mais vous ne rencontrez jamais le préfet. Qu'est-ce qu'il fait le préfet? Il représente l'État. C'est-à-dire qu'il va agir dans un département, la Seine-Saint-Denis, pour coordonner les services de l'administration, pour maintenir l'ordre quand il y a besoin, pour travailler avec les élus, mais c'est l'État. L'État, c'est loin souvent. L'État, ce sont les ministères. Ici, vous êtes dans un lieu, ce qui est un peu compliqué, parce que vous êtes dans un lieu qui est entretenu par le département de la Seine-Saint-Denis. Donc les collèges, ça relève pour l'entretien du département, mais les enseignants, Madame la principale, ils sont rémunérés par l'État. Le programme que vous suivez, il est fixé par l'État. Donc ce que je voulais, c'est que vous compreniez bien aussi comment cette machine complexe qu'est l'administration fonctionne. Mais elle ne fonctionne pas toute seule, elle reçoit des directives, des ordres du gouvernement, du président de la République, et aussi l'État, il ne peut fonctionner que s'il a des moyens financiers, s'il y a un budget, hein, pour faire travailler les enseignants de manière correcte. Il faut assurer qu'il y a un budget pour l'éducation nationale. Ce budget, il est voté par le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc voilà, l'État, c'est la machine qui va être financée par le budget de l'État et qui va permettre d'assurer ici l'éducation, ailleurs la santé, la police, l'armée. Voilà, c'est ça l'État. Et donc l'État, c'est pas quelque chose qui ne nous appartient pas, au contraire, c'est nous qui devons déterminer ce que doit faire l'État. Merci, Monsieur le Président. Nous continuons avec la question de Faisal, élève de 6e, sur le rôle du président de la République. Juste avant, si vous me permettez, parce que le président de la République nous fait l'honneur de venir, d'abord je voulais le remercier. Et puis sur la question du rôle de l'État, le président de la République nous a fait l'honneur d'abord d'être toujours attentif à Clichy-sous-Bois, dans toutes ses fonctions. Et quand il a été président de la République aussi, il est venu plusieurs fois, et vous ne savez peut-être pas, mais c'est rare qu'un président de la République fasse l'honneur de venir dans une même ville plusieurs fois pendant son quinquennat, parce qu'un président, il fait plein de choses. Je ne sais pas s'il l'a vu, mais quand il est venu inaugurer ce collège, on avait échangé avant, et je lui avais dit, Monsieur le Président, à Clichy, on a un problème de transport majeur. Il y a un projet qui est dans les tuyaux, mais qui n'avance pas. Et pendant le discours de l'inauguration de ce collège, il a
taper du poing sur la table et il a dit, et c'est ça aussi le rôle de l'État, c'est plus possible. Alors je ne sais pas s'il a remarqué, mais depuis qu'il parle, il a vu passer le tramway et franchement, sans l'intervention de François Hollande, président de la République, je ne pense pas que ce matin on pourrait, derrière ses vitres, voir passer le tramway. Donc encore une fois, je voulais le remercier publiquement, mais il le sait, de cette intervention forte. Et c'est ça aussi le rôle de l'État, c'est faire qu'on tende vers l'égalité. C'est pas toujours, Monsieur le Président l'a dit dans son introduction, c'est pas toujours aussi facile d'habiter à Clichy-sous-Bois, d'aller travailler, d'aller étudier. Et l'absence de transport était vraiment insupportable et c'était une vraie inégalité. Le rôle de l'État, c'est aussi ça, c'est d'assurer l'égalité partout sur le territoire. Donc voilà, je voulais encore une fois publiquement le remercier aussi de continuer à penser à Clichy-sous-Bois et remercier Moindor de l'avoir accompagné aujourd'hui et avec Zahira Jboudel qui est mon adjointe à l'éducation, vraiment lui dire que c'est un grand honneur de l'accueillir encore une fois sur notre territoire. Voilà. Merci, cher François. Alors la question? Pardon. Bonjour Monsieur le Président. Comment avez-vous vécu votre rôle de président? D'abord, quand on est élu, on est plutôt fier et heureux d'avoir emporté la victoire. Mais tout de suite après, on se rend compte de tout ce qui nous attend. Et moi, j'ai été élu dans une période, il n'y a aucune période facile, dans une période où il y avait beaucoup de chômage, beaucoup de crise économique. Ça peut revenir à la suite de ce que nous vivons avec le virus. J'ai été président dans une période où il y a eu des attentats nombreux et qui ont été particulièrement meurtriers. Il fallait assurer la cohésion de tous, éviter que l'on se divise, éviter qu'il y ait la stigmatisation. Tout à fait, la stigmatisation, c'est quand on montre des individus en disant ceux-là, ce sont eux qui sont les coupables, ou en tout cas les suspects. Il fallait éviter qu'il y ait des surenchères. Quand il y a des attentats, il y a toujours des gens qui demandent que des lois soient renforcées, quelquefois au détriment de nos libertés. Voilà, il fallait trouver cet équilibre, cette cohésion que nous appelons tous de nos voeux. Ensuite, comme président, il y a effectivement des chantiers plus importants que d'autres, et ce que vient de dire Olivier, c'est-à-dire comment réduire les inégalités de fortune, ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent très peu, les inégalités dans l'accès à l'éducation, comment on fait pour renforcer les moyens pour les écoles, pour les collèges, pour les lycées, réduire les inégalités aussi de territoire. Pourquoi certains qui vivent dans certains territoires ont plus de difficultés que d'autres, de logement, de transport, de vie quotidienne. Voilà, ce que j'ai voulu dans ce mandat-là, c'est à la fois répondre aux urgences. Il y avait une crise économique, il y avait une crise terroriste, et assurer la réduction des inégalités. Et l'école, c'est un moyen, il n'est pas le seul, mais c'est un moyen puissant pour réduire les inégalités. D'où l'importance de donner des ressources aux établissements, de faire confiance aux enseignants, et de vous dire qu'il faut utiliser cette période de l'école, même si quelquefois elle vous pèse, pour vous préparer à réussir. Merci, M. le Président. Merci à toi. Nous poursuivons avec la question de Idriss, élève de 6e sur votre carrière. Bonjour Monsieur le Président, ma question est: que faut-il faire pour être président de la République? Je sais ce qu'il ne faut pas faire, que font certains. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Je le dis souvent parce que la question m'est posée. Lorsque on décide d'une orientation, d'un choix de vie, on ne dit pas je vais devenir président de la République, comme on dit je vais devenir facteur, enseignant ou docteur. On se dit j'ai envie de changer la vie de mon pays ou la vie de ma commune, j'ai envie de m'engager. Et donc, ce qu'on appelle faire de la politique, pas simplement pour avoir un mandat, c'est-à-dire un jour être élu sur un territoire ou pour la nation, mais d'avoir envie d'être avec d'autres pour réfléchir à ce que l'on peut proposer, à ce que l'on peut offrir comme espoir.
C'est ce que j'ai fait quand j'étais lycéen, puis après étudiant. Je me suis engagé dans un parti, parce que moi je conçois la politique dans un parti. S'il n'y a plus de parti, il y a que des individus. S'il y a des individus, ils n'ont pas forcément la force nécessaire, les réseaux sur le territoire pour agir. Donc je me suis engagé dans un parti, je suis devenu le chef de ce parti, puis ensuite j'ai été député, j'ai été maire, j'étais successivement président d'un département. Il y a un moment, il y a une circonstance qui se passe, on se dit qui peut être le candidat ou la candidate pour l'élection présidentielle. Et finalement, j'ai dit je peux être ce candidat, il y avait d'autres qui pouvaient y prétendre, j'ai été choisi, je me suis présenté, j'ai fait une campagne électorale, parce qu'il faut faire une campagne, il y a des gens qui suivent la politique qu'au moment de la campagne présidentielle. Donc il faut leur donner des envies d'aller voter, parce que si on ne va pas voter, on ne peut pas avoir des élus. Et ensuite, ils aient envie de voter plutôt pour les idées que je représentais. Alors, vous savez comment ça se passe une élection présidentielle, il y a un premier tour. Pour qu'on soit présent au premier tour, pour être candidat au premier tour, il faut recueillir 500 signatures d'élus, de maires, conseillers départementaux, régionaux, etc. Et c'est pas si facile de les recueillir. Alors, une fois qu'on a eu les 500 signatures d'élus de toute la France, il faut avoir un peu de moyens financiers qu'apporte généralement un parti politique pour faire campagne. Et au premier tour, on trouve entre 10-12 candidats. Au deuxième tour, seuls les deux premiers peuvent avoir la possibilité de s'affronter. Deux seulement. C'est pour ça, quand on vote pour l'élection présidentielle, il faut bien réfléchir à ça. Si on se disperse, si on vote pour des gens qui sont peut-être tout à fait valables, mais qui ne seront pas au deuxième tour, on est amené à voter pour, ou à ne pas voter pour des gens au deuxième tour parce qu'on n'a pas envie de les voir. Donc, j'ai été au deuxième tour face au président sortant à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, et j'ai été élu. Ensuite, une fois que j'ai été élu, il faut laisser une quinzaine de jours, et je me suis présenté à l'Élysée, on m'a ouvert la porte, et j'ai été président. D'accord, merci pour votre réponse. Merci. Tout d'abord, bonjour Monsieur le Président ainsi que Monsieur le maire. Nous allons poursuivre avec la thématique de la politique internationale et environnement de Alexandre, classe de 5e. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Voici ma question. Pensez-vous que le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, va réintégrer l'accord de Paris sur le climat de 2015? Oui, il a dit, il va le faire. Alors peut-être un peu d'histoire, pas trop long, sur cet accord de Paris dont tu as parlé. L'accord de Paris, qui a été donc signé en décembre 2015, tout de suite après les attentats d'ailleurs du Bataclan, des terrasses et du Stade de France. C'est quelques jours après, on a réuni les chefs d'État et de gouvernement à Paris. Tous les chefs d'État et de gouvernement. C'était pas si facile de les réunir, parce que certains pouvaient se dire, s'il y a eu des attentats en France, est-ce que c'est pas un risque pour notre propre sécurité? Donc ça s'est passé, en fait, on dit à Paris, mais en fait c'était en Seine-Saint-Denis que ça s'est passé. Il se passe toujours des choses en Seine-Saint-Denis. Même les Jeux Olympiques, d'une certaine façon. On dit que c'est à Paris, mais beaucoup vont être en Seine-Saint-Denis. Donc, on se réunit ici, à Paris, et on signe un accord, tous les pays, même ceux qui étaient un peu récalcitrants, réservés. Donc, il y avait Obama pour les États-Unis, il y avait le président chinois, il y avait Poutine pour la Russie, ils étaient tous là. L'accord est donc signé, et je pense qu'on va l'appliquer, et c'est à ce moment-là que Donald Trump est élu en 2007, un an plus tard, président des États-Unis. Et lui dit, je vais sortir de l'accord. Sauf que, heureusement, on avait prévu dans l'accord que si un pays décidait de sortir, il faudrait presque 4 ans pour qu'il puisse mettre en œuvre sa décision. 4 ans, ça tombait bien, parce que c'était l'élection américaine de 2020. Il se trouve que c'est Joe Biden qui a gagné, tant mieux.
que Trump a perdu, même s'il ne le sait pas encore, mais il a perdu. Donc Joe Biden a dit qu'il allait revenir dans l'accord de Paris. Alors, ça c'est bien, sauf que depuis l'accord de Paris, on continue à émettre du CO2, et même si on n'a respecté pas tout à fait les engagements, ça ne suffit pas. Donc il va falloir qu'il y ait sûrement un renforcement de tous les engagements qui avaient été pris à Paris pour qu'on diminue le réchauffement. Sinon, même avec l'accord de Paris, on aura un certain nombre de catastrophes climatiques qui vont se produire d'ici la fin du siècle. Voilà ce que je peux te dire. Donc oui, je réponds directement à ta question. Joe Biden va permettre que les États-Unis reviennent dans l'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci à toi. Nous allons continuer sur la thématique de la sécurité intérieure de Azra, classe de 5e. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Voici ma question. En 2015, vous avez renforcé la lutte contre le terrorisme. Si vous étiez de nouveau président, que ferez-vous de plus? Alors le terrorisme, il nous a frappé, c'est pas la première fois qu'il nous frappait en France en 2015. Il y avait eu d'autres attentats avant, bien avant. Vous n'étiez pas né à ce moment-là, mais en 1995, il y avait déjà eu une vague d'attentats dans les métros à Paris. Et puis même dans la campagne présidentielle de 2012, il y avait déjà eu un attentat contre une école, contre des militaires. Donc voilà, quand se sont produits ces attaques contre nous, c'était un groupe terroriste bien particulier qui les avait préparés, qui les avait organisés. C'était Daesh, qui était installé en Syrie, en Irak, et qui avait utilisé des éléments qu'il avait envoyés ici, parfois français, parfois étrangers, qui avaient commis ces actes, ces tueries. Ce groupe terroriste, il a été largement détruit. Donc, parce qu'on s'en est occupé aussi avec d'autres pour le détruire. Et en Syrie et en Irak, il a été chassé. Mais il n'a pas complètement disparu. Et en plus, il y a des groupes qui sont beaucoup moins organisés, beaucoup moins armés, mais qui insufflent une propagande qui peut conduire un certain nombre de jeunes, de moins jeunes, à commettre des attentats avec des moyens tout à fait limités. On a vu un couteau qui a décapité un professeur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à être extrêmement vigilant par rapport à des groupes structurés de terroristes, mais aussi regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les lieux où la propagande peut se faire et où la radicalisation peut s'installer, pour éviter que des jeunes puissent être finalement manipulés et commettre des attentats terroristes. Est-ce qu'il faut des lois supplémentaires? C'est toujours la même question. Est-ce qu'il faut toujours des lois votées par le Parlement, bien sûr? C'est pas sûr, parce qu'on a finalement on a des moyens d'agir. Il faut renforcer un certain nombre de techniques, notamment sur les réseaux sociaux, là où on est le plus, quelquefois démunis, mais vous le voyez bien, parce que vous utilisez les réseaux sociaux. C'est que c'est pas facile à contrôler. Et donc sur les réseaux sociaux, c'est là qu'il y a des propagandes qui se font, il y a des gens qui sont influencés, qui sont quelquefois entourés, encadrés. Vous savez, ce qui m'avait surpris et effrayé quand je suis devenu président, donc en 2012, c'est que j'apprenais chaque jour qu'il y avait des Français ou des résidents français qui vivaient ici, qui partaient en Syrie, en Irak. Je me disais, mais comment c'est possible qu'on puisse partir en Syrie, en Irak, aller comme ça dans une espèce d'aventure avec des groupes terroristes, des filles qui se faisaient embarquer, qui se faisaient séduire, et qui ensuite connaissaient les pires sévices. Et certaines sont encore en Syrie ou en Irak, en prison, dans des camps. Donc, je me dis, mais comment on peut être influencé comme ça? Ça se passait sur les réseaux sociaux. Donc c'est là qu'il faut être le plus vigilant. Et vous aussi, vous devez être vigilant. Bien regarder ce qui se passe. Et être sensible à des informations qui peuvent vous être données, mais aussi bien vérifier si ce sont des informations exactes, ou si ce n'est pas justement de la manipulation qui va vous conduire quelquefois à des interprétations tout à fait fausses. Voilà, il faut continuer à être très vigilant. Mais on aura encore des actes terroristes, c'est terrible de le dire.
il y aura toujours à un moment un individu qui peut prendre un couteau et commettre un acte horrible. Donc, si à chaque fois qu'il y a un attentat, on ne fait pas bloc pour dénoncer ce geste, et si à chaque fois qu'il y a un attentat, on demande une loi, non, ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est nous. C'est d'être unis face à ce danger, à cette menace. Merci pour ta question. Nous allons continuer avec Asia sur la question des violences policières en classe de 3e. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Ma question est, l'anonymat des policiers doit-il être protégé? Il y a une autre question? Je vois que quelqu'un... C'est la même question? Non. Alors, sur l'anonymat, c'est effectivement un débat qui s'est posé dans le cadre d'une discussion d'un projet de loi, d'une proposition. Dans certains cas, l'anonymat est absolument indispensable. Je vais prendre un exemple. Quand vous vous souvenez, il y a une prise d'otages et il faut envoyer des policiers pour libérer les otages. Ou lorsqu'il y a des bandits dangereux, des mafias organisées, ça existe, hein, il faut intervenir. Là, les policiers doivent être cagoulés parce que si on les reconnaît, leur famille peut être en danger. Donc moi, par exemple, quand vous voyez les images, quand les policiers interviennent aussi bien pour le Bataclan que pour l'Hypercacher, ils sont cagoulés. De manière à ce que, si les amis des terroristes peuvent les reconnaître, pouvaient les reconnaître, ils ne soient pas attaqués. Sur les manifestations, en revanche, là, l'anonymat n'est pas forcément souhaitable. Parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe dans une manifestation. Est-ce que c'est le policier qui a été attaqué, et à ce moment-là, il est obligé de se défendre, ou est-ce que c'est lui qui a commis une violence inacceptable, et on doit savoir qui est-ce? Donc, à la suite de ce débat, je crois qu'il a été considéré comme plus sage de permettre que des photos puissent continuer à être prises, et de renvoyer cette disposition à plus tard. Hein, de manière à ce que, dans une manifestation, on puisse savoir qui fait quoi. Alors, moi, j'avais commencé à introduire une disposition, et je pense qu'elle va être généralisée, c'est-à-dire que chaque policier devait avoir une caméra, qu'on appelle une caméra piéton, une caméra où, chaque fois qu'il interpellait quelqu'un, il faisait un contrôle, on pouvait savoir ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'on ait une preuve qui soit irréfutable. Irréfutable, c'est pas contestable. Quand il y a eu le producteur de musique qui s'est fait attaquer, c'est parce qu'il y a eu des images qu'on a pu savoir ce qui s'était produit. Et c'est des images qui avaient été filmées par d'autres. Là, on aurait pu savoir, par les images que les policiers avaient, ce qui se serait passé, réellement. Et en fait, on peut penser que si le policier ou le gendarme sait qu'il est filmé, son attitude va forcément être modifiée en fonction de ce qu'il connaît de la trace qui va être laissée. Tu vois ? Voilà pourquoi l'anonymat ne peut pas, sur ce point-là, être accepté. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Nous allons poursuivre avec la question de Abdoulaye. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, si vous étiez encore en fonction, auriez-vous été en accord avec la loi du séparatisme, sur le séparatisme? Avec laquelle loi? Sur le séparatisme. Ah, c'est bien. Donc, quand il s'est produit l'assassinat de Samuel Paty, le professeur, il y a eu des demandes pour qu'il y ait de nouvelles dispositions qui soient prises. Notamment une que moi je peux comprendre, ce que je vous ai dit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable d'introduire une infraction, un délit en l'occurrence, pour les gens qui font de la propagande sur les réseaux sociaux, qui poussent des individus à commettre des actes de haine, hein, des agressions. Pour le reste, je ne pense pas qu'il faille chaque fois faire une loi. Au début, c'était une loi sur le séparatisme. Je pense que le nom a été changé, c'est plutôt mieux. Et c'est réaffirmer les principes de la République, la laïcité. La laïcité,
va pas à chaque fois la définir, on ne va pas à chaque fois essayer de la faire comprendre. C'est vous qui devez la comprendre, c'est vos enseignants qui doivent vous dire ce que ça représente, la laïcité. La laïcité, c'est compliqué quand on est un jeune, ou même un moins jeune, de comprendre ce que c'est. Parce que, je répète toujours ça, la liberté, on sait quand on en est privé que c'est vraiment un principe fondamental. Quand on ne peut pas sortir, on est privé de sa liberté. Donc on ressent ça comme un droit fondamental. L'égalité, quand on est discriminé, on se dit l'égalité, c'est vraiment un principe que la République doit absolument faire respecter. Quand on est moins bien traité que son voisin, au prétexte qu'on n'a pas les mêmes idées ou qu'on n'a pas la même couleur, c'est inacceptable. La fraternité, on sait à peu près ce que c'est, parce que c'est la solidarité, que quelqu'un est dans la douleur, on va voir cette personne et on essaie de l'apaiser. Mais la laïcité, c'est ce qu'on a voulu nous organiser en France pour vivre ensemble. À l'époque, lorsque les lois ont été votées, les lois de la laïcité, parce que ce sont des lois, la laïcité, c'était en 1905, il y a un siècle. Il y a un siècle, c'était la religion catholique qui était la religion la plus répandue et la plus influente, qui avait des écoles, qui avait des institutions, etc. Donc l'État a dit, non, on va se séparer entre les églises, en particulier l'église catholique, et l'État. Il va y avoir une séparation. En France, il n'y a pas une religion d'État. En France, il n'y a pas l'interdiction non plus des religions, au contraire. Donc la laïcité, c'est la liberté reconnue à chacun d'entre nous d'avoir la religion de son choix. Ou de ne pas avoir de religion. Ensuite, il y a eu une présence de la religion musulmane, notamment à partir des années 60-70, avec les mouvements de l'immigration. Donc, la religion musulmane, l'islam, doit connaître les mêmes règles que les autres religions, c'est-à-dire pouvoir être pratiqué, avoir des lieux de culte, dans des mosquées, que personne ne soit mis en cause parce qu'il est musulman, mais pouvoir respecter les mêmes règles, notamment dans les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires, on était amené à voter une loi en 2004, c'était à l'époque Chirac qui était président. On a dit, bah non, dans les établissements, les écoles, les collèges, les lycées, on ne peut pas afficher son appartenance religieuse de manière voyante, qu'on appelle ostensible, voyante. On ne peut pas arriver avec des foulards ou des croix ou des kippas. On doit laisser ça à la porte, puis quand on sort, on prend toute sa liberté. Ça, c'est pourquoi la laïcité fixe cette règle, c'est pour qu'on ne soit pas nous-mêmes influencés par les autres. Imaginez que votre enseignante ou votre enseignant fasse connaître sa religion, il l'affiche. Vous pourriez vous dire, bah, si je n'ai pas la même religion, est-ce que je vais être traité de la même façon que les autres? Imaginez qu'à la mairie de Clichy, lorsque vous allez demander une aide, ou lorsque vous allez demander un permis quelconque, la personne qui vous reçoit a une tenue religieuse. Vous dites, alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas être forcément bien servi, ou au contraire, je vais dire que j'ai la même religion pour avoir un droit supérieur. Acceptable. Imaginez qu'à Pôle emploi ou à la caisse de sécurité sociale, il y a la même chose. Donc, la laïcité, ça nous protège. Il y a une neutralité de l'État par rapport aux convictions, aux religions. C'est la même chose pour la politique. Pour la politique, on ne peut pas rentrer dans un établissement scolaire en disant vive François Hollande, vive le Parti Socialiste, etc. C'est pas possible. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, il faut accepter cette règle. La politique, la religion, c'est en dehors de l'école, et après, on fait ce qu'on veut. À l'université, c'est différent. Quand vous serez étudiant, il faut que vous puissiez accéder à l'enseignement supérieur. Vous pourrez être beaucoup plus libre d'afficher vos convictions, vos croyances. Personne ne vous dira rien. Il y a un mot sur la liberté d'expression, à moins qu'une question soit posée. La liberté d'expression, c'est vrai que quelquefois, elle peut heurter, elle peut choquer. Je vais prendre un exemple concernant. Quand j'étais président, il y a des dessins ou des articles de presse qui se moquaient de moi, ou même
à la télévision. Je ne vais pas citer les animateurs qui ont été particulièrement féroces. C'est leur liberté. Ça me faisait réagir. Parfois j'étais blessé. Je ne disais rien, c'est la liberté. C'est la même chose pour les religions, les convictions. On peut se moquer, on peut critiquer, on peut contester. En revanche, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de mettre en cause une personne parce qu'elle a une appartenance religieuse ou parce qu'elle a une conviction. On n'a pas le droit d'appeler à la haine contre des gens parce qu'ils ont une appartenance ou une croyance. Ça tombe sous le coup de la loi pénale. Et il y a des journalistes, je ne vais pas les citer, ça leur fait trop d'honneur, qui ont eu des attitudes d'appel des injures ou racistes qui ont été condamnés. Voilà ce que je peux dire sur ces sujets. Merci. Ensuite, nous allons poursuivre avec la question de Christine Maria sur le fait religieux. Bonjour, Monsieur le Président. Pensez-vous que les médias véhiculent une image qui confond les terroristes avec tous les musulmans de France? Alors ça, je ne pense pas que ce soit forcément tous les médias, c'est vraiment être infamant de le dire. Il y a des médias, des journaux qui font leur travail. Mais c'est vrai que c'est le risque. Moi, quand j'ai eu les attentats, c'est ce que je craignais. C'est que certains disent, finalement, puisque ces terroristes s'appellent islamistes, eh bien, c'est l'islam qui est en cause et ce sont les musulmans qui sont complices. Ça, c'était le risque que certains utilisent cet acte barbare, horrible, pour mettre en cause les musulmans. Heureusement que les musulmans eux-mêmes ont été particulièrement nets pour dire, mais on n'a rien à voir avec tout ça, et on utilise notre Dieu pour une cause qui n'est pas la nôtre. Donc, moi, c'était mon souci principal, mon devoir de faire en sorte qu'aucun citoyen, de quelque confession qu'il soit, en l'occurrence les musulmans, ne puisse être mis en cause parce qu'il y avait des attentats, parce qu'il n'était pour rien dans ce qui se produisait. Je rappelle toujours, parce que là aussi il faut que vous en ayez conscience, les premières victimes du terrorisme islamiste sont les musulmans. Ça s'est passé en Syrie, ça s'est passé en Irak, ça se passe en Afghanistan, ça se passe au Pakistan, ça se passe aux Philippines. Toujours les musulmans qui payent le plus gros prix aux actes terroristes. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument détacher les islamistes de toute appartenance religieuse. Et faire en sorte que ceux qui veulent faire cet amalgame, un amalgame c'est quand on veut confondre pour justement viser des personnes parce qu'elles ont cette confession. L'amalgame c'est vraiment ce qu'il faut proscrire, il faut écarter l'amalgame. Merci. Merci à vous. Ensuite, nous avons une question de Santosh sur la politique intérieure élection présidentielle. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Est-ce que vous envisagez de vous présenter aux prochaines élections présidentielles et si oui, pourquoi? Voilà. Il n'y a pas de journaliste dans la salle, donc il faut faire attention. Quand même, ça pourrait être enregistré. Non, aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. L'enjeu, c'est de vous rappeler ce que j'ai fait comme président, ce que j'ai pu retenir comme leçon, comme expérience, pour vous donner un certain nombre de témoignages de ce qu'est être président et de vous donner des informations. Mais aujourd'hui, je m'intéresse toujours, bien sûr, à la politique. Parce que j'avais des convictions avant d'être président, j'en avais encore quand j'étais président, je ne les ai pas abandonnées une fois que je suis sorti de l'Élysée. Donc je suis toujours, d'une certaine façon, impliqué dans la vie politique. Mais c'est pas parce que je suis impliqué dans la vie politique que je veux forcément être candidat. Et je vais rappeler, c'est pas forcément impossible d'être candidat. Mais pour l'instant, aucun ancien président n'a réussi à devenir de nouveau président. Giscard d'Estaing, qui était le président de la République, qui est mort ces derniers jours, avait cherché à redevenir président. Il avait fait tout le parcours, il était redevenu conseiller général, député, président d'une région, l'Auvergne, et il n'a pas réussi.
Et Nicolas Sarkozy, qui a établi son dernier mot encore, il a essayé d'être de nouveau candidat en 2017, mais il n'a pas réussi. Donc il faut être prudent avant de se lancer dans l'aventure. Merci pour ta question. Merci, Monsieur le Président. Direct. Monsieur le Président, je pense que nous avons fait le tour de nos questions. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est moi qui vous remercie. S'il y avait quelqu'un qui avait une question qu'il aurait voulu poser, il ne faut pas vous gêner. Hein. Monsieur le Président, excusez-moi, déjà je vous remercie de vous être rendu dans... Je suis professeur d'histoire-géographie, donc il y a certains... J'ai accompagné les élèves pour pouvoir faire leurs questions. Il y a certains élèves qui avaient des questions supplémentaires. Est-ce que vous avez le temps d'échanger avec eux? Merci. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Vas-y. Je vais te donner le micro. Bonjour Monsieur le Président. Comme vous l'avez vu mardi, Jean Castex a laissé la possibilité aux familles qui le souhaitent de ne pas envoyer leur enfant à l'école. Pensez-vous que cette décision est respectueuse de la laïcité, sachant que cette autorisation permettrait de fêter Noël, qui est une fête chrétienne? Ah, ça, c'est une question très habile, très fine, très pertinente. Moi, je pense que c'est vraiment indispensable d'aller à l'école. Et que dans le premier confinement, vous vous souvenez quand vous avez été empêché, mais c'était sans doute nécessaire, de venir au collège. Au début, vous étiez très content, sans doute. Et après, vous avez vu ce que ça représente, de ne plus aller au collège, de ne plus avoir le contact avec les enseignants, avec vos camarades, de ne plus apprendre. Parce que c'est quand même beaucoup plus difficile d'apprendre quand on est chez soi que d'apprendre quand on est dans l'établissement. Ensuite, on a repris les cours, les enseignements à la rentrée, et j'ai entendu comme toi cette possibilité de ne pas venir dans l'établissement pour que, s'il y a des fêtes de famille, il n'y ait pas de risque. Moi, je pense que c'est toujours mieux de venir dans les établissements, et je ne pense pas qu'il faille comme ça donner aux parents la possibilité de ne pas mettre leurs enfants à l'école. L'école, c'est pas un self-service. On vient quand on veut, on met ses élèves, et puis on verra après. Et par ailleurs, la question de la laïcité, c'est exact. On peut avoir du respect pour les fêtes religieuses, toutes les religions, mais on ne fait pas quelque chose simplement par rapport à Noël. On fait quelque chose par rapport, en revanche, à l'état sanitaire du pays, pour pas qu'on prenne de risques. Mais c'est pas parce qu'on va venir jusqu'au bout à l'école qu'on va prendre plus de risques. Ou alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne faut pas venir à l'école du tout. Bon, donc je n'approuve pas cet auto-confinement qui, en plus, là tu as raison, est limite par rapport aux enjeux de la République et de la laïcité. Pensez-vous qu'une même proposition aurait pu être faite pour la fête de l'Aïd ou pour la Pâque juive? Ben, on n'en finit plus si c'est le cas. Et comme il y a beaucoup de fêtes religieuses en France, il y a des fêtes pour la religion catholique, pour les musulmans, pour les juifs. Bon, à ce moment-là, un jour, je vais te raconter cette histoire. Un jour, je faisais la campagne pour 2012, et il y a un grand rabbin de France qui vient me voir et me dit, voilà, j'aimerais qu'on ne passe plus les examens le samedi et les concours. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que c'est une fête religieuse. Je lui dis, mais écoutez, si le vendredi pour les musulmans, on ne vient pas travailler, le samedi, on ne vient pas travailler, et le dimanche, on ne vient pas travailler, qu'est-ce qu'on fait? Et s'il y a des religions qui font que le lundi, le mardi, le mercredi, on ne va pas travailler non plus, on n'a plus d'activité. Donc voilà, il y a des fêtes religieuses, on les respecte, et c'est pas pour autant qu'on met des vacances dessus. Merci, Monsieur le Président. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question? Vas-y. 2. Bonjour. Bonjour. J'aurais une thématique sur la vie privée. Maintenant que vous êtes le président, que faites-vous dans la vie? Je te remercie. J'aurais pu être plus intrusif encore. Et voilà, quand on n'est plus président, on ne peut plus rien faire du tout. On peut être retraité. C'est pas une infamie d'être retraité. Quand on a beaucoup travaillé, on s'en retraite, et puis on touche sa pension et on vit des jours heureux. Mais pour les anciens présidents, il avait été prévu de les faire siéger
instance qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est un organe qui vérifie si les lois sont conformes à la Constitution. Quand une loi est votée, par exemple, qui ne respecte pas la laïcité, elle est soumise au Conseil constitutionnel qui va l'annuler si elle a mis en cause un principe de la République, ou la liberté, ou l'égalité. Donc les anciens présidents, ils siégeaient dans cet organe-là. Moi j'ai dit non, je ne vais pas aller siéger, travailler dans ce Conseil constitutionnel, puisque j'ai fait voter des lois, je ne vais pas vérifier ensuite si elles sont conformes ou pas à la Constitution. Donc qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé de m'engager d'une autre façon. J'ai créé une fondation. Une fondation, c'est ce qui sert à soutenir un certain nombre d'initiatives sociales, avec de l'argent qui vient du public comme du privé. Et ça me permet d'être utile. Et puis j'ai fait ces livres, parce que ce que je pense être important pour un ancien président, c'est qu'il continue à être utile. Alors quelquefois, il peut être utile en ne faisant rien. Parfois, il peut être utile en faisant autre chose que ce qu'il a fait. Et puis, j'aurais pu aussi, comme ancien président, décider de redevenir maire ou député. Je l'ai été avant d'être président. Mais je n'ai pas voulu, parce que je ne pensais pas que c'était utile de refaire le même parcours. Dans la vie, il faut toujours essayer de faire autre chose, et parfois mieux. Voilà ma réponse. Pour la vie personnelle, pour la vie privée, je te dirais ça entre nous deux. Oui. Quelqu'un voulait poser une question? Là, il y a une jeune fille, et après là-bas. Vas-y. Parle fort. Bonjour, Monsieur le Président. Pourquoi, selon vous, notre département, la Seine-Saint-Denis, et notamment notre ville, Clichy-sous-Bois, ont beaucoup voté pour vous en 2012? Oui, c'est vrai. Alors, je confirme. Si j'ai été élu président, pas simplement grâce à Clichy-sous-Bois et grâce à la Seine-Saint-Denis, mais c'est vrai que ça a été particulièrement massif dans ce département, parce qu'il attendait beaucoup, peut-être trop, mais il attendait beaucoup de moi pour lutter contre les inégalités, pour qu'il y ait davantage de soutien au transport, à l'éducation, à la santé, mais qu'il y a encore tellement de sujets qu'on n'en a pas terminé. Je pense que c'était ça, c'était l'aspiration à l'égalité qui faisait qu'il y avait cette volonté de me porter à la présidence de la République. Et moi, le risque que je vois, c'est pour ça que c'est très important notre échange, c'est que vous ne perdiez jamais espoir. Même si c'est difficile en ce moment avec le virus, l'objet de se masquer, il y aura beaucoup de difficultés économiques qui vont avoir lieu, on ne peut pas se réunir comme on voudrait. C'est plus dur encore pour les villes fragiles et pauvres que pour les autres. C'est toujours plus difficile pour les plus modestes que pour les autres. Parce que beaucoup de travaux qui étaient réalisés par des gens en situation de précarité ne sont plus du tout possibles. Et tous ceux qui travaillaient à Roissy, qui faisaient pour les bagages, pour l'accueil, pour la propreté, plus de travail. Il y a des usines qui vont fermer. Donc voilà, ça va être très difficile dans les mois qui viennent. Donc il va falloir de nouveau soutenir les territoires et les personnes qui sont les plus fragiles. C'est ça notre engagement. Mais je remercie donc David Le Clichy de m'avoir soutenu, mais on a fait en sorte quand même d'être conforme à la parole donnée, et c'est bien qu'on puisse constater ce tramway, parce que c'était là aussi un investissement important, mais tellement nécessaire pour désenclaver le quartier. Je me souviens avoir inauguré aussi Pôle emploi ici, le collège. Et puis l'enjeu, c'est aussi de refaire les bâtiments. Et je pense que c'est ce que fait le maire avec ses équipes. C'est-à-dire que centre de copropriété, c'était ça le problème, puisse être rénové, qu'on puisse offrir des logements dignes à chacun. Et il y a encore beaucoup à faire. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Que pensez-vous de la gestion de l'épidémie en France et selon vous, est-ce une bonne idée d'avoir ouvert les établissements scolaires pendant la crise sanitaire? Alors pour la première épidémie, les établissements scolaires ont été fermés. Et j'ai dit que oui, ça avait été difficile pour beaucoup de parents d'assurer quand même non seulement la garde de leurs enfants, mais
mais aussi le suivi de l'enseignement. C'est là encore une injustice, parce que dans les familles favorisées, où les parents ont le temps, ont la possibilité de fournir des informations, de donner des connaissances. Dans les familles plus modestes, ce n'est pas forcément possible, surtout si les parents travaillaient durant le premier confinement. Bon, mais je pense qu'il fallait que le confinement soit strict pour qu'on puisse éviter que l'épidémie n'aboutisse à des résultats terribles en termes de danger pour la vie. Ensuite, non, je pense qu'on a eu raison de réouvrir les établissements scolaires, peut-être pas aussi tôt qu'on l'a fait, mais en tout cas au mois de septembre, ça je pense que c'était nécessaire. Sur la gestion de la crise elle-même, c'est jamais facile de faire face à une épidémie, ça n'était jamais arrivé depuis des décennies. Et tu as vu que tous les pays ont réagi un peu de la même façon, de manière chaotique. En Allemagne, ils n'avaient pas confiné vraiment, puis maintenant ils y reviennent. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est toujours très facile de critiquer, c'est pas toujours facile d'agir. Donc, je pense que sur les masques, on aurait dû dire plus tôt qu'il fallait les porter. Sur les tests, c'est vrai qu'il faudrait en faire beaucoup plus. Mais il faut dire encore qu'il y a une suite aux tests. Si on se fait tester et qu'il ne se passe rien, ce que ça peut faire, on peut 3 jours après se faire contaminer. Et puis, sur les magasins, je pense qu'au départ, il y a eu le souci de ne pas mettre trop de monde dans certains magasins, mais en fait, c'est les grandes surfaces qui en ont beaucoup bénéficié, et les petits commerces qui en ont pâti. Et aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse pas aller au cinéma, c'est quand même un problème, même si je crois que pour les bars et les restaurants, c'était nécessaire de les fermer. Parce qu'il y a des études maintenant qui sont faites pour savoir où on se fait contaminer. Et on s'aperçoit qu'on se fait essentiellement contaminer en famille, c'est-à-dire quand on se réunit et qu'on ne prend pas les précautions nécessaires. Après, c'est dans les transports et au travail. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de télétravail dans cette période. Mais là aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas être en télétravail. Donc, ceux-là, ils prennent plus de risques que les autres. Alors maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est qu'on ait une troisième secousse et qu'on ait un troisième confinement. C'est vrai qu'il faut faire quand même très attention pendant les jours qui viennent. Une dernière question peut-être? Alors vas-y. Bonjour Monsieur le Président. Pensez-vous que le port de l'uniforme pour les élèves et les enseignants serait un meilleur moyen de respecter la laïcité, car tout le monde serait neutre face aux religions et aux opinions politiques? Non, moi je ne crois pas. C'est pas d'ailleurs par rapport aux religions, c'est par rapport à la diversité, à la liberté. Si vous portez ces vêtements-là, c'est que vous avez choisi de les porter. Ils ne choquent pas, ces vêtements. À aucun moment on se dit, tiens, il a mis ce pull ou cette chemise pour des raisons religieuses. Pas vrai. Et peut-être que si c'est vrai, on ne le voit pas, donc ça ne nous gêne pas. Donc l'uniforme, ce qui existe dans beaucoup de pays. Moi, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Ce qui fait la force, c'est qu'on soit capable de vivre ensemble tout en étant singulier. Chacun a sa personnalité. Donc je ne suis pas favorable. Alors les enseignants, moi j'ai connu une période où les enseignants étaient en blouse. Mais j'ai connu une période où ils mettaient des claques aussi, donc pas sûr qu'il fallait revenir. Voilà, les époques sont différentes. Mais je crois que la laïcité, c'est pas une contrainte, c'est une liberté. Donc on a la liberté de s'habiller comme on veut, mais on n'a pas la liberté de provoquer. Alors c'est vrai que si quelqu'un vient dans une tenue où il n'est pas habillé, c'est vrai que ça poserait un problème. Ou s'il mettait un masque, ça poserait tout de suite un problème, sauf que maintenant on a tous un masque. Donc, en temps ordinaire, on ne vient pas masquer. Donc, voilà pourquoi il faut des règles. Et dans le collège, comme dans tout établissement, il y a ce qu'on appelle un règlement intérieur. Le règlement intérieur, ça va fixer les droits, les possibilités pour chacun. Alors je te retourne la question, est-ce que toi tu es favorable à l'uniforme? Sincèrement, moi ça ne me dérangerait pas, mais c'est mieux de s'habiller comme nous. D'accord, très bien. Tu as fait une bonne réponse de politicien là. Tu as dit
pourquoi pas, mais c'est mieux comme ça. Voilà. Merci. Merci à vous, vous avez posé de très bonnes questions. Je voudrais, avant, remercier, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est pas bien, voilà, remercier les professeurs d'histoire géo, les 5 professeurs d'histoire géo du collège, qui donc seuls tiennent toutes les classes et ont préparé depuis 15 jours et ont accompagné les élèves dans l'élaboration de ces questions. C'était un gros travail qu'ils ont fait mercredi après-midi, je les en remercie très sincèrement. Je remercie aussi Madame Angelelli, qui est professeure d'anglais et qui s'est occupée de la partie technique avec le club de nos journalistes. Vous avez vu que vous êtes filmé, Monsieur le Président. Oui, c'est vrai que j'ai fait attention. Voilà. Et donc, il y aura un montage qui sera fait et qui viendra appuyer les prochains cours d'éducation morale et civique qui seront faits jusqu'à la fin de l'année et pour l'éternité. Donc, une fois de plus, merci beaucoup, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Maire, merci à vous d'être venu devant nos élèves. C'est quelque chose de très important, puisque c'est vraiment, en plus de la présence de ce collège, c'est la présence de l'État qui est ici auprès des citoyens. Et nous le voyons très souvent à Clichy-sous-Bois avec Monsieur le Maire. Et les élèves, c'est vrai, je ne dis pas qu'ils ont l'habitude, mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour eux. Je vous en remercie profondément. Merci. Merci aux professeurs. Alors, je vais peut-être ajouter un dernier mot. Vous êtes des délégués et il faut que vous preniez votre mission très au sérieux. Parce que être délégué, bon, au départ, on est content, on a été choisi par les camarades, mais en réalité, on va apprendre beaucoup de choses comme délégué. Moi, je me souviens, quand j'étais à votre place, on commençait à élire des délégués, parce que longtemps, il n'y a pas eu de délégués, et j'avais découvert ce que c'était que de prendre la parole. C'est jamais facile de prendre la parole, de poser une question, d'intervenir auprès des enseignants ou auprès de la principale. On apprend à argumenter, c'est-à-dire à défendre une position, ou un camarade qui est en difficulté. On apprend à être à l'écoute des autres, savoir ce que les camarades pensent, puissent les traduire en revendications. Donc continuez à être soucieux de cette tâche de délégué. Et demain, prenez aussi votre place. Et je ne vais pas faire un appel à candidature pour les élections, parce que je ne veux pas mettre en difficulté Olivier, mais il saura prendre les meilleurs. Voilà, aussi prenez votre place dans les représentations qui vous seront offertes, soit dans les associations, soit dans les conseils municipaux, là où vous serez. Ne lâchez rien. Prenez vraiment toute votre place dans la République. Voilà, c'était mon message. Puis peut-être certains voudront être députés, maires, président de la République, et là, à ce moment-là, c'est moi qui vous écouterai. Si j'ai encore la possibilité de le faire, si je suis encore en vie. Merci à vous tous.